Bonjour, bienvenue à notre talk Faire chauffer les neurones de votre smartphone en device. Donc avant de commencer, j'aimerais bien connaître mieux notre audience aujourd'hui. Combien d'entre vous sont des devs mobiles? Cool. Combien d'entre vous ont déjà travaillé sur un sujet du deep learning? Ok. Combien d'entre vous connaissent l'artiste René Magritte? Parfait. Vous êtes prêts à écouter notre présentation? Donc moi, je suis Étienne, je suis développeur Android chez Xebia. Moi, c'est Johan Benoît, Data Scientist à Xebia. Et du coup, moi, Sylvain Lequeux, je suis Data Engineer à Xebia également. On a eu un petit souci technique tout à l'heure, mais tout va bien maintenant avec ce super contrôleur. Donc, avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais bien vous parler en termes, ça s'appelle On-Device Intelligence. Et pourquoi on veut parler de ça? Ça fait quelques années qu'on pose la question, qu'on devient de plus en plus exigeant sur le problème de données privées. On demande toujours qu'est-ce que les géants Internet sont faits avec notre donnée. On commence à réfléchir, c'est quoi la meilleure solution pour nous protéger? Donc en fait, pendant 2016, WWDC, Apple a répondu à cette question avec la release de feature On-Device Intelligence. Donc en fait, à ce moment-là, ils ont sorti justement des reconnaissances faciales et aussi des suggestions conversationnelles dans l'iOS directement. Il y a des gens curieux sur Internet, ils ont même testé sans Wi-Fi. En fait, c'est des modèles qui sont embarqués sur les devices, qui marchent directement, qui arrivent à reconnaître des gens, recouper des photos grâce à un événement. Google a essayé de faire la même chose. Donc en fait, un bon exemple, c'est de Android Wear 2.0. Le device est capable de proposer une réponse grâce à ce modèle léger embarqué sur les devices. Le loi de Moore continuait à prédire le nombre de transistors sur les microprocesseurs. Du coup, c'est grâce à tous ces avancements du hardware. Aujourd'hui, on est capable de faire fonctionner, de faire plus de calculs sur les devices. Si on prend l'exemple de Intel ou Qualcomm pour commencer, Qualcomm a récemment sorti un microprocesseur, ça s'appelle le Snapdragon 835. C'est utilisé dans Samsung S8, également OnePlus 5. Ce microprocesseur est équipé avec plusieurs processeurs spécifiques, y compris le Hexagon DSP, donc Digital Signal Processing, qui est optimisé pour des calculs du deep learning. Donc, selon un benchmark qui a été effectué par Qualcomm, donc, le calcul a été 15 fois plus vite qu'un CPU normal. Tout ça, ça nous permet d'effectuer des calculs plus puissants, d'effectuer des opérations sans réseau sur notre device, et ça nous permet de commencer à développer des nouveaux types d'applications qui peuvent être utilisées dans les prochaines vagues de technologie. Et avec tout ça en tête, nous, on a décidé de découvrir un peu ce qu'on peut faire avec les technologies existantes. Bon, merci. Du coup, je vais essayer juste de revenir un petit peu en arrière, revenir un peu dans le temps, essayer de poser du contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est la façon dont on s'organise à Xebia, pour ceux qui ne sont pas forcément encore au courant. En fait, on est regroupé par appointance technique. Alors, ça pose beaucoup d'avantages. On est capable de creuser des sujets assez profondément. Il y a aussi quelques inconvénients qui sont remontés par certains. Ça peut créer une sorte de silo. Nous, on n'aime pas trop les silos. On s'est dit, tiens, on va essayer de faire des combinaisons un peu de toutes les appointances techniques et de voir ce qu'on peut obtenir à partir de tout ça. Et du coup, il y a à peu près un an, est né un channel sur Slack qui était le channel Data Mobile. Du coup, on a commencé notre première soirée. On s'est dit, tiens, on va essayer de dire, partager de l'information. On va se faire une présentation de TensorFlow à tout le monde. Data Engineer, Data Scientist, développeur iOS, développeur Android. Et on va voir ce qu'on est capable d'en faire. Alors de là, c'était assez intéressant. On a beaucoup de découvertes pour pas mal de personnes. Et là, on a Tian qui me dit, OK, challenge accepted. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à aller mettre du TensorFlow sur mon device Android et on va voir ce que ça donne. Alors c'est bien beau, là on avait un petit use case technique, mais c'est toujours intéressant de pouvoir mettre un peu de métier derrière. Du coup, on a essayé de réfléchir à un use case intéressant qu'on pourrait mettre en place. Et là est né le projet Magritte. Alors le projet Magritte, en gros, qu'est-ce que c'est? C'était une application un peu ludique, dont le but est de faciliter l'apprentissage des langues. Donc en gros, on a quelques écrans, on va pouvoir choisir la langue que l'on souhaite apprendre,
choisir un niveau. Donc le niveau, ça va être une catégorie d'objets, donc les fruits, les légumes ici par exemple. Et une fois qu'on arrive sur l'application, on a les éléments qu'on doit trouver qui sont grisés. On va devoir les chercher dans la vraie vie. Et une fois qu'on les a identifiés dans la vraie vie avec notre téléphone, ça va permettre d'apprendre et de nous donner la traduction des différents mots. Début de cette soirée-là, on a commencé à faire notre premier exemple. Donc à ce moment-là, Google fournit un exemple TensorFlow pour Android. Ah, il y a une image qui ne marche pas. Donc en fait, l'image ne marche pas, c'est le logo de Bazel. Donc Bazel, c'est les outils du build fournis par Google pour pouvoir compiler l'application. Donc en fait, à la fin de cette soirée, on a eu des surprises assez agréables. C'est qu'on arrive à reconnaître des objets courants dans notre studio, par exemple une bouteille de bière ou des joysticks. Donc à ce moment-là, on s'est dit, c'est trop cool. Et personnellement, j'étais en mode, on a découvert le nouveau continent, on va pouvoir faire plein de choses, plein d'applis sympas. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est des neurones partout dans le monde physique. Mais en réalité, quand je commençais à aller plus loin, j'ai découvert qu'il n'y a pas vraiment un modèle entraîné pour mes besoins. Donc à ce moment-là, j'ai sollicité gentiment notre data scientist, Johan. Ok, et donc du coup, en fait, c'est là qu'on se rend compte un certain gap entre des développeurs Android et le monde de la data science. Android, quelconque développeur mobile. L'idée, c'est d'expliquer, ok, il n'y a pas un modèle pour tout. Il n'y a pas un modèle facile qui peut permettre de reconnaître n'importe quoi dans la vraie vie. En fait, j'ai besoin d'avoir mon propre modèle qui me permet de reconnaître les objets que je cherche à reconnaître moi-même. Donc du coup, je vais commencer à expliquer comment est-ce que ça fonctionne, un réseau de neurones, puisque derrière, c'est ce type d'algorithme qui est utilisé dans vos devices mobiles pour faire de la reconnaissance. Alors, un réseau de neurones, c'est de manière très schématique, quelque chose comme ça. Vous avez plusieurs couches de neurones qui vont être reliés entre eux par différents poids qu'on va combiner. Si je prends mon image de pomme que je cherche à reconnaître, qu'est-ce que je vais faire pour appliquer une prédiction pour dire que c'est une pomme? En fait, je vais prendre chacun de ces pixels de cette image, ça va être les points d'entrée de mon réseau de neurones, et puis derrière, je vais faire parcourir ces différentes valeurs de pixels au travers différentes couches de mon réseau de neurones. Une couche de réseau de neurones, c'est quoi? C'est une transformation géométrique simple de ma donnée pour commencer à apprendre des formes, des contours, pour être capable de distinguer une pomme d'une poire. Et donc, une fois que je parcours ce réseau de neurones, je suis capable de dire ceci est une pomme et c'est pas une banane. Ok, ça c'est une chose, mais ça c'est une fois que mon réseau de neurones il est entraîné. Je sais déjà quels sont les poids de ce réseau de neurones pour faire ma prédiction. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est entraîner ce réseau de neurones. Comment est-ce que je vais faire ça? On va réfléchir un petit peu. L'idée derrière, comme on l'a dit, c'est d'essayer de trouver c'est quoi ces fameux poids qui me permettent de passer des valeurs de pixels à une prédiction. Et bien en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce réseau de neurones, je vais initialiser de manière complètement aléatoire les différents poids, donc les traits en gris qu'on voit ici. Et je vais prendre mon image de la pomme, je vais lui appliquer la prédiction comme si c'était le vrai réseau de neurones déjà terminé. Mais sauf que, vu que c'est des poids aléatoires, je vais faire des prédictions complètement farfelues. Sauf que moi, je sais déjà quelle est la vraie valeur, la vraie prédiction de cette classe. Je sais que c'est une pomme. Donc, je vais prendre cette information, calculer mon erreur, et grâce à cette erreur, je vais pouvoir repropager de couche en couche cette erreur pour mettre à jour mes différents poids. Donc, je vais mettre à jour la dernière couche, puis je vais remonter au fur et à mesure. Ça, c'est l'algorithme de rétropropagation. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que je vais faire des phases d'inférence, donc parcourir mon réseau de neurones, calculer mon erreur, et puis revenir en arrière pour mettre à jour mes poids, pour ensuite avoir des bonnes prédictions. Et donc maintenant, si au fur et à mesure, je balance plusieurs images, donc ça c'est ma phase d'entraînement, je vais calculer mes erreurs, calculer les mises à jour de mes poids, et au fur et à mesure converger vers un réseau de neurones qui me permet de reconnaître mes fruits. Ok, ça c'est l'image très simple du réseau de neurones. En vrai, c'est un peu plus compliqué que ça pour faire vraiment des vraies prédictions de la reconnaissance d'images par exemple. Ça, c'est le type de réseau de neurones qui est utilisé pour faire la reconnaissance d'images sur un des challenges pour reconnaître 1000 différentes classes d'images. C'est ce qu'on appelle des réseaux de neurones convolutionnels. Derrière, c'est différentes couches, encore une fois, sauf que j'en ai beaucoup plus ici. Et un réseau de neurones conventionnel, l'idée, c'est d'essayer de capter les différentes formes que contiennent mon image, les différentes structures géométriques, pour les assembler au fur et à mesure et faire mes prédictions. Donc ce méchant réseau de neurones ici, qu'est-ce qu'il va faire? D'une couche à l'autre, on va commencer à apprendre des choses de plus en plus complexes pour retrouver ce qu'il y a dans mon image. Tout d'abord,
je vais commencer à détecter des contours, des petits traits qui sont présents dans n'importe quelle image à ma disposition. Puis je vais commencer à les assembler, ces différents traits, pour commencer à faire des formes. Puis ces formes, je vais encore une fois les assembler pour avoir des caractéristiques de plus haut niveau qui vont me permettre de distinguer ce qui va représenter une pomme de ce qui va représenter une banane. Et au fur et à mesure, en assemblant ces différentes couches de convolution, je vais pouvoir avoir des performances intéressantes pour reconnaître mes images. Et donc c'est dans cette dernière étape au final que je vais pouvoir faire ma classification, donc distinguer la classe pomme de la classe poire de la classe banane. Donc ça, comme vous avez vu, l'architecture, c'est extrêmement grand. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça veut dire qu'il y a plusieurs millions de poids à trouver. Et donc, il y a besoin de grosses puissances de calcul et de beaucoup de données pour les mettre en place. Moi, je n'ai pas forcément autant de données à ma disposition. Je n'ai pas des millions et des millions de données pour faire mon application. Donc, ce que je vais faire, c'est utiliser une technique qu'on appelle le transfer learning. Moi, j'ai quelques centaines d'images de mes différentes pommes, bananes, poires, etc. Et donc, je vais utiliser, en fait, le transfer learning, c'est que je vais prendre ce réseau de neurones qui a déjà été entraîné par Google pendant plusieurs journées sur des quantités impressionnantes de données avec des puissances de calcul impressionnantes. Et je vais prendre tous les poids de ce réseau de neurones et je vais le spécialiser sur mon cas de figure à moi, ma prédiction à moi que je cherche à faire. En fait, ce type de réseau de neurones, il apprend, comme je vous l'ai dit, différentes formes, différents contours pour distinguer une image plutôt qu'une autre. Donc ça, c'est des choses qui sont communes à toutes les images. Et c'est juste cette dernière couche de réseau de neurones que je vais réimplémenter, réutiliser et spécialiser pour faire mes prédictions à moi. Donc comme ça, je n'ai pas besoin d'entraîner tout cet ensemble d'architecture, j'ai juste besoin d'entraîner la dernière couche de réseau de neurones. Et donc là, j'ai besoin de beaucoup moins de données pour me spécialiser sur mon cas de figure à moi. Et donc avec ça, je rassemble mes images, mes poires, mes bananes, mon raisin, et je n'ai plus qu'à lancer mon apprentissage. Il y a des choses toutes faites sur TensorFlow, donc le framework de deep learning qu'on utilise, pour lancer ce qu'on appelle le transfer learning, donc de réentraîner uniquement cette dernière couche de réseau de neurones. Et donc là, j'obtiens au final deux outputs, un modèle au format protobuf qui contient tous les poids de ce réseau de neurones, et un fichier test qui contient le mapping entre l'ID de la classe que je prédis et le nom que je vais chercher à prédire. Et donc là, Tiane, tu es contente, tu as ton réseau de neurones juste pour toi. Oui. Donc à ce moment-là, je vais retourner dans le fameux exemple de TensorFlow pour Android. Vous voyez que ici, c'est très simple de juste remplacer les deux lignes par les vrais fichiers donc UM a fourni. Je suis capable de lancer, du coup, pour la première fois avec un modèle entraîné par nous-mêmes. Mais tout d'un coup, je vite une exception. Donc à ce moment-là, je commençais à douter. Johan, est-ce que tu m'as filé un modèle qui marche? Alors, merci pour la confiance. En fait, ce qu'on voit, c'est que ça ne marche pas sur ton application mobile. Peut-être que c'est ton application, peut-être que c'est ton téléphone qui ne marche pas et ce n'est pas moi. En fait, qu'est-ce qu'on fait derrière ça? Moi, ce que j'ai besoin pour entraîner un réseau de neurones, c'est à la fois le réseau de neurones pour faire la prédiction, mais aussi d'autres opérations pour mettre à jour mes poids. Donc la partie de calcul de mon erreur et les fonctions pour mettre à jour les poids de mon réseau de neurones. Mais ça, en fait, on n'a pas besoin dans ton application mobile. Tu as juste besoin de la partie inférence, donc la partie prédiction. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toutes ces opérations qui ne sont plus utiles pour la partie entraînement, pour la partie prédiction, et te donner uniquement les poids du réseau de neurones pour faire la partie inférence dans l'application. Et donc pour faire ça, il y a pas mal de choses pour le faire automatiquement. C'est ce qu'on appelle de l'optimisation pour l'inférence, de trouver automatiquement toutes les opérations qu'on a spécifiées pour l'entraînement qui ne sont pas utiles pour la partie inférence. Et donc là, en fait, on se rend compte qu'on fait beaucoup d'allers-retours avec Tiane. Et je me dis, c'est quand même pas si simple de construire, c'est quand même pas si compliqué de construire une application, surtout s'il y a des tutos, etc. Et donc, je voulais commencer à mettre au développement Android. Sauf que quand je veux utiliser le mode développeur de mon smartphone, je me rends compte qu'il m'explique qu'il faut appuyer 7 fois sur un bouton pour débloquer le mode développeur. Et je me dis que là, si je comprends déjà pas ça, c'est que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, donc j'ai quand même besoin de Tiane. Donc à ce moment-là, je me suis dit, on va pouvoir travailler sur une application à nous, avec le modèle à nous. Ce que vous voyez tout à l'heure, c'est vraiment des allers-retours qu'on a parcourus au début de cette petite époque. Mais en fait, maintenant, Google fournit des Code Labs, ça s'appelle TensorFlow Point, qui a très très bien expliqué tout ce qu'on vient de dire. Donc je vous recommande vivement de suivre ces tutos pour mieux comprendre en détail.
Avant Google I.O., donc en fait, cette petite data mobile expérimentation a commencé l'année dernière. À l'époque, moi, je dois aller sur le Jenkins de l'équipe TensorFlow et récupérer les libs statiques pour mettre dans mon application pour que ça marche. Mais depuis cette année, depuis le Google I.O., le lib TensorFlow pour Android est disponible sur JCenter. Donc, on est actuellement à 1.4. Donc, comme pour toutes les autres applications Android, vous allez juste mettre la ligne de dépendance et vous pouvez commencer à développer une application avec Deep Learning on device. Également, comme Kotlin est supporté comme la langue officielle sur Android, j'ai passé l'ensemble de l'appli Magritte en Kotlin. Le premier résultat, c'était très agréable. L'appli marche avec le modèle fourni. Il arrive à reconnaître des fruits, mais sauf que le poids de l'appli est très très gros, mais pour un développeur mobile, vous êtes tous conscients, le poids est très important. Johan, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la taille de modèle ? Bon, là, c'est vrai que je me suis un peu emballé. En fait, ça, c'est pas une problématique que j'ai dans mon quotidien. J'ai mon réseau de neurones, je l'entraîne et il est performant, donc je suis content. Peu importe le poids qu'il va faire au final. Bon, puisque c'est important pour toi, on va essayer de réfléchir. Comment est-ce que je réduis la taille de ce réseau de neurones ? Moi, au final, je m'en fiche, mais vu que c'est important pour toi, on va réfléchir. Qu'est-ce qu'on a fait jusque-là ? On a entraîné ce type de réseau de neurones. Vous voyez qu'il y a énormément de couches et donc énormément de paramètres à trouver, plusieurs millions. Chaque paramètre, c'est un poids, et un poids, c'est un float stocké au format 64 bits. Donc ça veut dire que si on stocke plusieurs millions de ce type de poids dans mon application, forcément, ça fait une taille impressionnante pour mon modèle. Par contre, j'avais besoin d'une telle précision pour la partie entraînement, pour mettre à jour les différents poids. Je n'ai pas forcément besoin d'autant de précision dans ces différents paramètres de mon réseau de neurones pour la partie prédiction. Donc ce qu'on va faire, c'est quantifier ces poids. Sur chaque couche, je vais tronquer la précision de mes différents poids pour avoir un ou deux chiffres après la virgule. Ça va dégrader un tout petit peu les performances, mais ça reste tout à fait performant. Et ça, rien qu'avec ce petit trick, je peux diviser par 4 la taille de mon modèle et passer à 20 mégas. Et ça devient quelque chose qui est acceptable, je pense, pour une application mobile. Pour le faire, encore une fois, il y a des opérations qui permettent de quantifier les poids et de spécifier quelles sont la manière dont on veut chercher à le faire. Et en fait, pendant qu'on s'amuse à faire ça et à se manger tous ces murs au fur et à mesure, on voit des nouvelles publications de Google Research qui nous parlent de MobileNet. MobileNet, c'est quoi ? C'est des architectures de réseaux de neurones qui sont pensées pour les applications mobiles. Ça veut dire que ce modèle que j'ai utilisé là, Inception, c'est son petit nom, en fait, ils l'ont réentraîné spécifiquement pour la partie application mobile. Ça veut dire que les différents poids qui sont à disposition quand on récupère le modèle sont déjà quantifiés. Et le nombre de couches intermédiaires de mon réseau de neurones, je vais pouvoir choisir si je prends tout le réseau de neurones ou juste une sous-partie. Et en fait, forcément, ça va dégrader les performances, mais c'est un choix qu'il faut faire, c'est un compromis. On voit les petits points verts ici. Un compromis à trouver entre le temps qu'on va mettre pour faire une prédiction. Forcément, si j'ai moins de poids, si j'ai moins de couches à parcourir, je vais faire des prédictions plus rapides, et la notion de performance. Et on voit qu'on peut assez facilement atteindre quand même les performances des modèles initiaux, tout en ayant des temps de réponse beaucoup plus rapides. Et donc c'est ce qu'on a testé. Le benchmark qu'il y a, Inception V3, c'est le modèle initial. Il y avait 78% de précision sur les 1000 classes du challenge, et un modèle qui fait plus de 80 MO. Le MobileNet, la configuration la plus large qui soit, on a une dégradation des performances, mais une taille de 20 MO. Donc encore une fois, c'est un compromis à trouver. Mais en voyant ça, du coup, on est comme des fous. Hein. C'est génial. Tous ces problèmes qu'on a eu jusque-là, ils sont résolus grâce à ce type de réseau de neurones. Et donc ça, c'est vraiment un gros gain, un gros gap pour développer des applications mobiles performantes avec des temps de réponse intéressants. Donc MobileNet, c'est pas que pour la reconnaissance d'image, pour tout ce qui est application de vision, pour la reconnaissance, enfin pour la détection d'objets, pour la traduction automatique. Il y a tout un ensemble de modèles qui sont pré-entraînés pour nous et mis à disposition, et qu'on peut s'amuser à respécialiser aux besoins pour nos applications. Et donc voilà, avec ça, j'ai mon application qui tient dans le creux de la main.
Donc, à ce moment-là, la taille de modèle devient assez acceptable pour une application mobile. Si vous êtes développeur Android, vous connaissez Instant App. Donc, en fait, nous, on se confronte souvent les limites du poids de l'application. À ce moment-là, j'ai commencé à vraiment rentrer sous le capuche de l'application. Donc, pour vous montrer comment ça marche TensorFlow sur Android. C'est relativement simple. Donc en fait, à partir d'un preview de caméra, on est capable de récupérer les images en face de nous. Donc grâce à ça, on va transformer le bitmap et on va l'envoyer vers TensorFlow. Une fois TensorFlow a reçu les inputs, il est capable de prédire pour nous dire c'est quoi les résultats qui a plus de confiance. Donc à ce moment-là, on est capable d'afficher le résultat avec un UI très sympa. Donc en fait, rien de compliqué, c'est pas du tout rocket science, vous pouvez commencer dès maintenant. Comment ça se passe exactement, le image sampling? Donc grâce à notre caméra, on est capable de récupérer les images directement, on fait un centre crop pour que ça soit carré, et puis on va le retailler pour que la taille d'image soit exactement même que des images utilisées pour l'entraînement. C'est comme ça on peut pouvoir prédire vraiment le résultat avec beaucoup de précision. Le format de preview de caméra Android par défaut c'est YOV, donc il y a une conversion de YOV vers RGB à faire dans notre application. À partir de là, on est capable de passer toutes nos informations dans le classifié de TensorFlow. Première étape, c'est de créer ce tensor qui va être utilisé par TensorFlow. Et deuxième étape, c'est de passer ces informations via l'interface. Donc TensorFlow fournit actuellement en enrobage Java, donc tous les développeurs Android peuvent commencer directement. Une fois le TensorFlow reçu notre input, il va exécuter l'opération inférence. Donc c'est cette action qui nous permet de récupérer justement les résultats. À partir des résultats, on va juste trouver le résultat qui a le top confiance. Et à ce moment-là, c'est notre résultat de matching. Du coup, l'appli Magritte commence à bien marcher. On cherche à faire plus de choses. Voilà. En effet, c'est cool. Jusque-là, on arrive à reconnaître des pommes. Yeah, trop bien. On se dit, c'est bien, on avait dit au début, on voulait plusieurs niveaux. Donc on va commencer à rajouter d'autres choses. On va commencer à se dire, on veut entraîner sur des légumes. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un modèle. On va commencer à se dire, on va rajouter un modèle, puis après, on va avoir peut-être les fournitures, on va rajouter un autre modèle. On va rajouter un modèle pour tout, en fait. C'est bien beau, mais là, ne serait-ce que 2 modèles, en fait, on a 2 fois les poids à sauvegarder. Donc du coup, même si on avait réduit notre modèle à 20 mégas, on revient à 40 mégas l'application. Je veux mettre 10 niveaux dans mon application, 200 mégas. Bam, on retrouve le même problème qu'au début. Gros souci. En fait, on va utiliser une technique juste assez intéressante, c'est de se dire que toute la partie gauche, là, en fait, on s'est dit que c'était la même chose. Nous, on ne l'a pas réentraîné. On connaît ces poids, ils sont fixes d'une version à l'autre. Donc on va mutualiser les 2 modèles. En fait, cette opération, c'est ce qu'on va appeler la fusion. Voilà, merci. Merci. On avait un peu préparé la chorégraphie quand même, hein. C'est du très haut niveau. Et en fait, on va fusionner ces 2 modèles. Et en fusionnant les 2 modèles, on va se retrouver à sauvegarder les poids une seule fois pour les parties fixes communes aux deux modèles. On n'aura plus qu'à avoir les versions qui diffèrent à la fin. Et donc, en fait, ce qu'on va donner à manger au niveau de l'inférence, on va dire, voilà mon tenseur d'entrée, il est tout à gauche. Je veux le tenseur de sortie qui correspond aux fruits ou le tenseur de sortie qui correspond aux légumes. Et en fait, TensorFlow va parcourir le graphe à travers les bonnes étapes, les étapes qui nous intéressent pour obtenir le résultat qui nous intéresse. Et donc là, moi, j'étais resté un petit peu en retrait, en fait, sur cette première partie. Et est arrivée la première démonstration en conférence de cette application, c'était à Android Makers. Et en fait, à regarder ça d'un peu loin, je me suis dit, en fait, on a un gros problème. On a un problème principalement sur les méthodes de travail. Au final, on se retrouve à comment ça marche. On a un problème, le modèle ne fonctionne pas très bien, on n'a pas les bonnes performances, on n'a pas exactement ce qu'on voudrait. Ok, Johan, quand on réentraîne le modèle, il améliore la façon dont on le fait. Du coup, il génère ces 2 fichiers, le .pb et le .txt. On le passe sur une clé USB, on va voir Tian qui le met dans son Android Studio, qui recompile l'application. C'est un peu long, quoi. Et la collaboration dans l'informatique par clé USB, on a connu ça il y a quelques années, on n'a plus envie du tout. Donc on va commencer à essayer de réfléchir à ce qu'on peut mettre en place pour répondre à ces problèmes. Alors du coup, j'ai commencé à gribouiller un petit schéma, on ne comprend rien en fait ici. Tout ça pour dire en fait que c'est quelque chose qui ressemble en fait à ce qui est fourni notamment par TensorFlow Serving, donc, qui est le framework en fait qui va servir justement
distribuer des modèles autour de TensorFlow, qui est un framework tout fait, qui est divisé en 2 parties. Donc une première partie qui va c'est tout ce qui est autour du continuous training. Donc cette partie, je ne vais pas rentrer énormément en détail. Si vous voulez, il y a une présentation tout à l'heure qui va un peu plus loin dans le sujet, qui est présentée par Loïc, qui est dans la salle là. Et donc une deuxième partie qui va être ce qu'on appelle vraiment le serving. Le serving, qu'est-ce que c'est? Ça va être dire proposer une API dans laquelle on enverra l'information de ce qu'on veut comme prédiction et ça nous retourne la prédiction. Alors c'est bien, c'est pas exactement ce qu'on voulait. Nous, on voulait faire du on-device. Donc du coup, on a essayé de tweaker un peu ce modèle et de dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire qui ressemble un peu à ça, mais qui répond mieux à notre besoin. En fait, on va être en 2 parties. Voilà. Une première partie pour la partie continuous training, où au final, on va avoir Johan qui travaille de son côté, qui va stocker des images pour faire des datasets d'apprentissage, qui va travailler sur son Mac, optimiser son code TensorFlow, le versionner dans un outil de versionning tel qu'on a l'habitude de le faire. Ça va déclencher des builds de CI de manière automatique, chose qu'on a l'habitude de voir en ingénierie logicielle. Derrière, les jobs, donc les slaves en fait, vont se déclencher dans le cloud directement sur des services qui sont optimisés pour faire de l'entraînement. Donc ici, on reconnaîtra le logo de CloudML. Et la sortie va être stockée quelque part dans le cloud, donc ce fichier .pb, ce fichier .txt. De l'autre côté, il ne nous reste plus qu'à mettre une petite API REST. Donc là, je me suis un peu amusé, j'ai fait du hack HTTP, le tout bien dockerisé, packagé, déployable tranquillement. Donc encore une fois, quelque chose d'assez standard maintenant. Et donc cette API REST va pouvoir aller servir le modèle, servir les fichiers, et non plus faire du serving au sens où on l'entendait sur TensorFlow Serving. Donc il nous suffira ici d'avoir une API qui dit voilà quelle est la version courante du modèle, voilà laquelle tu peux télécharger, et d'avoir un lien pour pouvoir télécharger le modèle et le ramener en local. Donc aujourd'hui, si on regarde le code de Marie, tout n'est pas encore opérationnel. On a déjà toute la partie serving qui est mise en place. Sur la partie continuous training, on n'est pas encore tout à fait prêt. Notamment, donc la partie entraînement, elle se fait toujours en faisant surchauffer le Mac de Johan. Mais dans l'ensemble, ça prend forme et ça a déjà des gros impacts, notamment sur la partie Android. Donc, grâce à cette super architecture que Sylvain a mise en place, je travaille comme un développeur mobile très moderne. Donc, je fais en Hachi, comme lui. J'ai essayé de montrer mes compétences. Je commençais à vraiment monter la stack d'appel réseau dans mon application Android. Donc, à partir de il y a quelques mois, on a réussi à juste fetcher les modèles on demand et on le stockait sur les devices Android. Je m'amuse aussi avec Room, donc le dernier composant architecture d'Android, également le fichier texte. Donc à partir de ce moment-là, en fait, on est capable de fetcher les modèles, le stocker directement. On n'a plus besoin de chaque fois recompiler l'appli. Eux, ils peuvent tester l'appli directement, sans vraiment me demander. On a enfin une chaîne qui est opérationnelle. C'est comme toutes les applications Android actuellement. Il y a pas mal de gens qui se posent la question, est-ce que ça marche déjà? Est-ce que le enrobage Java de TensorFlow supporte déjà? En fait, si on regardait le code spécifiquement, premier choix, c'est de mettre le fichier modèle et fichier texte dans le dossier asset. Mais en réalité, en fait, il supporte aussi un chemin de fichiers vers le disque. Donc ça, c'est déjà supporté dès le début. À ce moment-là, on est enfin pouvoir benchmarker plusieurs modèles en même temps, sans recompiler l'app chaque fois. Donc, Johan vous a parlé différents types de modèles MobileNet. Donc, ce qu'on a fait en benchmark, c'est qu'on a utilisé différentes configurations. Donc, ça, c'est la performance de Inception V3 optimisée quanti-sized. Donc, vous voyez, la consommation de CPU et mémoire est assez importante. Donc ça, c'est pas du tout idéal pour une application mobile. On voit que le batterie tient pas bien et ça chauffe énormément le device. Et on a utilisé du coup le MobileNet avec la configuration la plus grosse. Donc on prend tous les poids. On a utilisé les tailles standards. Donc on voit bien que la consommation de CPU descend assez dramatiquement. Si on continue, on prend le prochain, c'est quand on prend que la moitié des points, on voit que ça descend encore. Et si on prend la configuration assez petite, donc en fait à ce moment-là, la taille de modèle elle reste 2 mégas à peu près, et la consommation de CPU et mémoire atteint un niveau assez acceptable pour une application mobile. Donc maintenant, c'est la démo time pour vous montrer comment ça recomporte sur un device physique. Donc ça, c'est en mois d'avril, juste avant Android Makers, on a fait la première démo. Let's learn to say the name of some fruits.
en haut, c'est afficher la conférence. Donc ça prendra à peu près 2-3 secondes pour reconnaître en fruit. Vous voyez que je suis en mode airplane. Banana. Kiwi. Donc vous voyez que ça prend en moyenne 3 secondes. Et ça, c'est sur un device Nexus 5X. C'est pas un device non plus très ancien. Et ça, c'est une démo qu'on a fait il y a 2 mois, juste avant le DevFest Nantes. Donc dans une supermarché, on va tester c'est quoi le niveau de MobileNet. Donc ça, c'est MobileNet avec que 25% de poids. On teste. Pomme. Banane. Il y a un peu de lag en termes de text-to-speech, mais vous voyez que la reconnaissance est beaucoup plus vite. Donc ça, c'est ce qu'on a constaté pendant que 6 mois. Et Google a énormément travaillé pour améliorer la performance sur le mobile. Donc, what's next? Il n'y a pas longtemps, juste 2 semaines avant cette conférence, on a encore découvert des nouveautés. C'est qu'ils ont officiellement sorti le Android Neural Network API. Donc, qu'est-ce que c'est? Ils ont déjà annoncé ça pendant le Google I.O., mais cette fois, c'est avec la release de Android 8.1, donc à partir de API 27. En fait, il y a une couche qui est réservée pour faire des opérations, des calculs de machine learning. Donc, en gros, ce sont des fonctionnalités qui permettent d'interfacer avec, par exemple, des frameworks comme TensorFlow ou Caffe2. Et aussi, ça permet de faire des accélérations hardware. Comment ça se passe? La couche Neural Network API est capable de détecter s'il y a une hardware qui est spécialisée pour faire des calculs de machine learning. Par exemple, le DSP, le Digital Signal Processor que je parlais au début de la présentation. Donc tout ça, ça permet d'avoir une meilleure performance si le device supporte ce genre d'opération. Donc en fait, on voit bien maintenant l'avantage de faire des inférences sur les devices, c'est qu'on gagne énormément de temps, il y a moins de latence. En gagner la disponibilité, c'est qu'on peut le faire même sans réseau. Et puis en termes de speed, c'est plus rapide de faire un appel réseau, attendre le résultat. Aussi, surtout très important, c'est qu'on met en accent sur les données privées. Les données restent sur notre device, ils ne partent pas, ils ne vont pas être envoyés constamment vers le cloud. Et aussi, ça réduit d'un côté le coût. C'est que les calculs sont distribués sur vos devices, n'est pas en ferme de serveur central. Aussi, en même temps, il y a le release de TensorFlow Lite. Donc TensorFlow Lite, c'est encore une étape en avance par rapport à TensorFlow. Donc en fait, actuellement, on a un nouveau format de fichier, donc ça s'appelle TF-Lite. Il est basé sur FlatBuffer, donc en fait, il est en empreinte beaucoup plus petite que Protobuf. Et aussi, il a un interpréteur optimisé pour mobile. Si je prends la taille de kernel comme exemple, TensorFlow, l'ensemble de taille de kernel, c'est à peu près 1.5 mégas. Et avec le TensorFlow Lite, c'est maximum 300 kb. Donc en fait, vous voyez ce qu'on a gagné par rapport à la version Lite. Et aussi, grâce à Neural Network API que vous voyez tout à l'heure, on est capable de faire des hardware accélérations avec TensorFlow Lite. Et donc pour conclure en petite ouverture, là on voit vraiment l'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser des applications de reconnaissance d'image directement sur notre device en mode complètement offline. Mais du coup, on perd la partie d'échange de données et de mise à jour des différents modèles, comme c'est fait sur les modèles entraînés dans le cloud, avec à disposition un ensemble d'images qui sont de manière continuelle mises à disposition pour améliorer les modèles. Donc, l'idée de ce dernier papier de Federated Learning, c'est de faire du machine learning collaboratif. On va garder la notion de privacy de vos données, donc vos données vont rester sur l'application mobile, sauf que avec les nouvelles couches, donc avec les nouvelles API pour les devices mobiles, on va être capable de mettre à jour mon réseau de neurones sur mon device, et donc uniquement les mises à jour des poids de mon réseau de neurones vont être transmises sur le cloud pour entraîner un modèle qui va du coup prendre en considération toutes les mises à jour des poids de chacun des utilisateurs. Donc ça permet de juste faire transporter les mises à jour du réseau de neurones sans mettre à disposition nos propres données. Et donc ce serait une évolution
pour ensuite redispatcher les dernières versions de modèles avec des meilleures performances sur tous les devices mobiles. Voilà, merci beaucoup. Voici les ressources qu'on a utilisées. Merci de votre participation et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Y a-t-il des questions? Soit c'était super clair, soit vous n'avez pas compris. Peut-être pas encore totalement réveillé. Merci. Ouais, tout à l'heure, vous avez parlé de fusion avec votre super chorégraphie. Du coup, la fusion ne prenait en compte que la dernière partie de la chaîne des réseaux convolutionnels. Est-ce que tu peux faire des agrégations un peu plus complexes où tu peux, au milieu de la chaîne d'entraînement, remplacer une partie à la volée? Ou bien est-ce que c'est vraiment une séquence unique dont la dernière partie change? Je vais laisser notre expert parler de ça. TensorFlow, c'est un framework qui te permet de construire ton réseau de neurones sous format de graphe. Donc en fait, tu vas définir chacune de tes opérations, et une fois que tu as défini les opérations, tu vas construire le graphe pour faire la partie inférence. Donc ça veut dire que toi, tu as juste à spécifier quel est ton tenseur que tu veux utiliser, et il va savoir exactement quelles sont les opérations qu'il faut remonter pour utiliser cette prédiction sur ce tenseur de sortie. Donc ça veut dire que tu peux te greffer à n'importe quelle partie du graphe. Du moment que les noms des opérations sont bien distingués, il va savoir faire le mapping pour parcourir ton réseau de neurones et utiliser uniquement les opérations pour là où tu veux aller. Donc peu importe où est-ce que tu te places dans le graphe, toutes les opérations sont nommées et c'est à la construction, une fois que je vais appeler le bon tenseur, que je vais remonter l'information pour savoir quelle est la partie du graphe que je dois parcourir. Je n'ai pas bien compris le moment où vous parliez d'étendre les capacités du modèle de machine learning et le doublement des modèles. En fait, pourquoi vous ne l'avez pas juste entraîné sur plus de classes au sein d'un même modèle? C'est la spécificité plutôt pour l'application mobile. Comme on l'a vu au début, on a mis plusieurs niveaux, le niveau fruit, le niveau légumes. Quand j'utilise l'application et que je veux utiliser le niveau fruit, je veux ne reconnaître que des fruits. Donc si jamais je montre un légume, je ne veux pas être capable de reconnaître que c'est une carotte ou quoi que ce soit. Et donc du coup, c'est parti de deux modèles. C'est parce que je veux complètement distinguer la prédiction sur des fruits de la prédiction sur des légumes. Après, oui, forcément, si je voulais mettre plusieurs classes, donc avec un seul modèle qui reconnaît à la fois les fruits et les légumes, j'aurais tout mis dans le même modèle. Et en fait, j'aurais juste rajouté des classes de prédiction. Mais là, du coup, je voulais complètement séparer les deux et montrer que c'est possible de parcourir, enfin de fusionner deux graphes et d'avoir uniquement la prédiction pour distinguer pommes, poires, bananes, et des prédictions pour distinguer tomates, carottes et salades. Voilà, c'est vraiment pour avoir deux modèles complètement distincts dans le but de l'application, parce que je veux débloquer le modèle fruits, puis après je veux débloquer le modèle légumes, et qu'il soit complètement indépendant. Bonjour, merci pour votre talk. Alors j'aurais une question, ça concerne la partie, si j'ai bien compris, en gros vous prenez soit 75%, soit 50%, soit 25% des poids, mais il me semble que vous n'avez pas dit, vous n'avez rien dit au niveau des performances du modèle. Est-ce que prendre 25% des poids, ça dégrade significativement le modèle ou non? Ça dégradait un peu. En fait, il y a un slide assez en avant, c'est la benchmark entre Inception et MobileNet. Vous voyez que Inception est à peu près 80%, 90%. MobileNet, avec la plus grosse configuration, c'est autour de 70%. Si on utilisait moins de points, donc ça a dégradé progressivement. Mais en fait, c'est suffisamment satisfaisant pour nous. Et du coup, en fait, ouais, c'est quelque chose, effectivement, ça change, mais on n'a pas montré dans le benchmark. Très, très bien remarque. Merci. Je rajoute juste sur les benchmarks, c'est fait pour distinguer 1000 classes d'images. Donc forcément, ça dégrade puisque j'ai moins de poids, l'architecture est moins puissante pour distinguer autant de classes. Dans notre application, on va distinguer 5 fruits, on va distinguer 5 légumes. Donc c'est suffisant en fait en termes de performance pour bien distinguer les différentes formes. Alors, moi j'ai deux questions. La première, c'est, on a beaucoup parlé de Android et de TensorFlow. Est-ce que vous avez testé d'autres frameworks disponibles sur Android
Et après, la deuxième question, c'était quid de iOS? Est-ce que vous utilisez par exemple CoreML ou est-ce que vous avez des commentaires sur ça? Donc pour la première question, oui, on a testé, on a regardé en avance d'autres frameworks. A priori, il n'y a pas vraiment un framework qui marche très bien avec Android. J'ai dû regarder Café et PyTorch. En fait, ils ont tous, il y a des amateurs qui ont fait des enrobages pour que ça marche sur mobile, mais il n'y a pas vraiment un framework qui marche aussi bien que TensorFlow. Pour la part iOS, on a réussi à compiler aussi la version iOS. Ça marche en fait, c'est très vite. Mais on n'a pas vraiment un dev iOS qui était avec nous pour le faire. Mais vous voyez sur un des derniers slides, TensorFlow Lite marche également avec iOS. Et je pense, ouais, donc c'est tout à fait possible de commencer sur deux plateformes et profiter de la puissance de deep learning en device. Mais du coup, l'application Marguerite, on ne l'avait pas encore faite en iOS. Oui. Bonjour, donc j'aurais une petite question moi, sur la dernière partie qui est très intéressante, donc le fait de pouvoir récupérer les updates de poids sur le cloud et du coup améliorer le modèle de façon globale. Donc moi j'aurais une petite question dans le sens, est-ce que ça ne va pas justement à l'inverse de la privacy, dans le sens où en fait si on a les updates de poids et qu'on utilise un modèle génératif, on peut en fait reconstituer l'image qui a entraîné en fait cette update-là. Ouais, super remarque. C'est pour ça que c'est encore à l'état de papier de recherche, parce que pour l'instant, en fait, il y a déjà eu des preuves que c'est possible de remonter à l'image à partir des updates de poids pour savoir qu'est-ce qui a fait que ces poids ont été mis à jour. Et donc, pour l'instant, il y a des gros problèmes de potentielles failles de sécurité pour appliquer ça. Donc, je pense, à mon avis, c'est pas prêt d'être déployable et d'être utilisable directement. Justement à cause de ce type de problème. Il y a deux problèmes. La partie comment est-ce que je mets à jour le réseau de neurones central à partir de plein de poids qui n'ont pas été entraînés à partir de la même étape du réseau de neurones, la même itération, et la partie privacy, où finalement je peux trouver des hacks pour retrouver l'image. C'est encore vraiment à l'état de recherche, complètement. Merci. Il y avait une question là-bas. Il y avait une question au fond là-bas, Pablo. Alors d'abord, merci pour le talk. J'ai trouvé ça très intéressant d'avoir un retour d'expérience. Maintenant, moi, j'ai pas un gros background mathématique. Comment vous avez abordé tout ça? Est-ce que c'était des choses que vous avez déjà fait un petit peu avant? Est-ce que c'était totalement nouveau? Qu'est-ce que vous conseilleriez en connaissances mathématiques, informatiques pour faire ça? En gros, personnellement, je suis très intéressée par toute la partie machine learning, deep learning. Donc moi, j'ai commencé à regarder et un jour, on a vu que TensorFlow marche sur Android, donc c'est vraiment le début de cette petite aventure. Donc pendant le développement, au début, je ne vais pas vraiment aller moi-même entraîner des modèles parce que je trouve encore un peu obscur tous ces concepts. La force de faire des présentations et aussi travailler avec Johan en même temps, donc je comprends mieux comment ça marche, tous les entraînements, tous les scripts de Python, on a montré, vous pouvez le retrouver dans TensorFlow Poet. Donc ce code lab vous permet vraiment d'avoir un premier pass pour comprendre comment ça marche. En fait, en tant que dev mobile, on peut vraiment démarrer sans souci. Après, quand il s'agit des optimisations ou des concepts plus avancés sur TensorFlow, je pense qu'il faudra avoir un peu des connaissances systématiques pour avancer. Typiquement, en fait, Tian a très facilement mis le pied à l'étrier pour entraîner ses propres versions de modèles. Elle avait pratiquement plus besoin de moi à la fin. Sauf que je me suis quand même rendu compte que dans son entraînement de modèle, il y avait encore un besoin de prise de recul sur, par exemple, j'ai des super performances sur mon jeu d'entraînement, mes nouvelles images, mes images d'entraînement, mais sur des nouvelles données, en fait, j'ai pas des super performances. J'ai des courbes de performance qui ne sont pas encore exceptionnelles. Donc il me manque encore ce recul sur la partie purement machine learning pour savoir que en fait, tu es en train d'apprendre par cœur ton dataset et tu n'arrives pas à bien généraliser sur des nouvelles données. Donc c'est des petites choses comme ça qu'on acquiert avec l'expérience. Mais en fait, maintenant, le gap pour franchir le premier pas pour entraîner ses propres modèles devient très simple à franchir. Après, c'est vraiment la partie supérieure de comment est-ce que je vais optimiser, comme l'a dit Tian, qu'il faut essayer de travailler avec des data scientists. Après, juste si je peux rajouter, il y a également le fait que TensorFlow, c'est un framework qui est quand même très bas niveau au niveau deep learning. Et en fait, vraiment pour prendre en main le sujet, pour commencer, il existe aussi d'autres frameworks qui peuvent être déjà potentiellement un peu plus haut niveau, un peu plus simples au premier abord.
Donc après, tout dépend aussi si le but étant soit de ramener quelque chose en prod et de l'amener sur une application Android, auquel cas pour l'instant, de l'autre côté, c'est surtout du TensorFlow, ou si vraiment c'est d'apprendre le deep learning et de rentrer dans ce métier qui est la data science. Je te conseille de regarder le framework Keras pour ça, beaucoup plus haut niveau. Merci. Merci pour le talk, effectivement très intéressant. Moi j'avais une question, vous avez parlé de la précision du modèle sur les 1000 classes. Moi j'avais une question par rapport à votre modèle. La première question c'est combien d'images perso vous avez utilisé pour le transfer learning et quelle est la précision sur le test set du coup de votre modèle? Alors pour avoir quelque chose de performant, il faut quand même au moins plusieurs centaines d'images par classe. Donc il faut quand même scraper pas mal d'images. Au niveau performance, en fait, ça va dépendre du nombre de classes. Donc à 5 classes, on obtenait assez facilement 90-95% de prédiction pour reconnaître nos nouvelles images. Après, je ne m'étends pas plus sur le sujet parce qu'on a un talk à la fin de la journée avec Sandra sur tous ces aspects-là d'augmentation de taille de données et de travailler avec assez peu de données. Merci.